appelé pour me présenter, je me demandais mais qui avait vu sur ce podium. J'ai tourné ma tête par modestie pour voir arriver quelqu'un. À vrai dire, c'est à moi que vous adressiez, oui, merci, de cet hommage. Je ne veux pas cela, ce que l'on appelle, je crois, dans votre langue bizarre, timer, que mes contemporains appellent clepsydre, en conséquence de quoi j'essaierai simplement de me fier à mon mouvement naturel. Et puis il y a une jolie dame, ravissante jeune fille, qui m'a accueilli tout à l'heure. Je lui dis, si je devais durer au-delà de ce qui est raisonnable, faites-moi des signes. Au fond, vous serez mon horloge, ce qui me donnera un prétexte pur de vous regarder tout ça. Mesdames et messieurs, je me souviens, en commençant ce propos sur le doute, d'avoir entendu il y a quelques années, était-ce à apostrophe, l'émission de Pivot, Solzhenitsyn tonner en disant « Ici, il n'y a plus de place pour le doute. Ici, le scepticisme est intolérable. Le plus petit doute équivaut au plus grand des crimes. Abandonnez le doute, non de Dieu. » Alors, bien sûr, pour comprendre cette objurgation, il faut comprendre qui parle et d'où l'on parle. Et tout est dans le « ici ». Et vous comprendrez aisément qu'à ce moment-là, Solzhenitsyn voulait que l'on cessât de douter que le totalitarisme soviétique était ce qu'il était, et qu'il n'y ait plus des voix pour s'élever en disant « mais il y a dans le communisme une part d'espérance, laquelle garde sa noblesse. Le communisme n'est pas réductible au goulag. » Il voulait que l'on cessât de trouver des circonstances atténuantes à une des grandes catastrophes de la pensée et de la pratique des arts. Ça, c'est une première évocation du doute. La seconde, avant de tenter de théoriser et de défendre, je le tire d'un dialogue de deux de mes amis, deux avocats, des immenses avocats, ils sont français, c'est Jean-Denis Bredin, qui est académicien, professeur, enfin, qui a toutes les grâces de la nature et de l'intelligence, et Thierry Lévy, qui est un avocat de ferveur et de tourment, tout en lui dit la douleur de vivre, et c'est ainsi qu'il est le compagnon des êtres douloureux. Ils ont fait un livre qui est un dialogue sur l'éloquence, faisant le choix de la méthode ancienne, précisément du dialogue platonicien, et je ne vais pas vous raconter ce livre, mais simplement vous citer ce qui doit se trouver, si la mémoire qui me reste est bonne, aux alentours de la page 130. Thierry Lévy dit quelque chose. Jean-Denis Bredin dit « je suis d'accord », et Thierry Lévy de dire « c'est le moment d'en douter ». Deux moments de doute, deux circonstances de doute. Voyons ce que l'on pourrait, philosophiquement et avec modestie, ce n'est pas tout à fait mon registre, en dire. Le doute, vous croyez tous savoir ce que c'est. D'abord parce que parfois il vous habite, ensuite parce que vous l'énoncez, ce qui n'est pas encore l'indication qu'il vous habite réellement, mais par une sorte de coquetterie intellectuelle, vous dites parfois je doute, alors que déjà vos certitudes ou vos convictions sont ancrées au plus profond de vous-même. Certitudes et convictions sont de l'ordre de la physiologie, le doute est de l'ordre de l'intelligence. Alors vous croyez savoir ce qu'est le doute, mais raisonnons un peu. Il y a le doute, proclamé ou tonitrué par Solzhenitsyn. C'est-à-dire, j'interdis que l'on mette en cause. Je veux que l'on tranche, ici et maintenant, et irréversiblement. Douter est une subversion qui ne sied pas aux circonstances. Et il y a le doute dans mon dialogue entre Thierry Lévy et Jean-Denis Bredin, qui est une manière de dire lorsque des hommes s'entendent sur une idée, mais ce serait encore plus vrai dans le domaine du cœur, de la sympathie. Il est tellement suspect qu'ils s'entendent. Il est tellement improbable qu'ils s'entendent, qu'assurément le ressort de leur entente est un malentendu. Allons voir. Ce qui fait que l'on croit s'entendre et que vous dites cette phrase d'abandon, je suis d'accord, de bonne foi souvent, alors que tout en vous, si vous en aviez la clarté, protesterait contre la proposition entendue. Il y a, mes amis, deux manières de douter donc, et vous l'aurez compris. La première, c'est se refuser à trancher. C'est, parmi les contradictoires des possibles, dire je ne veux, ni ne peux, et parfois les deux sont corrélés, trancher.
Et pourquoi le philosophe pourrait dire cela? Parce qu'il sait l'improbabilité des réalités, il sait la fragilité des perceptions, et il sait la relativité philosophique des vérités. Et donc ce philosophe-là dit, je ne tranche pas, je doute. Mais je doute jusqu'au bout. Le doute n'est pas un préalable, il n'est pas un compagnon de route, il est une destination. Il y a des écoles philosophiques de cette nature-là. Je parlais de destination, vous savez que la vie est mouvement, aussi lorsqu'elle est immobile, et la plupart des métaphores pour raconter la vie sont des métaphores pérégrines et étonnamment nautiques. On largue les amarres, on dérape, on fait du cabotage le long des rives, on affronte la haute mer, on aborde des destinations inconnues, des rivages étrangers, on s'y échoue. C'est la métaphore de la vie, une des métaphores possibles. Alors si je devais rester dans le champ métaphorique, par rapport au doute, la grande question qui se pose, le doute, faut-il le laisser sur le rivage? Le doute, doit-il être un compagnon de voyage, quitte à ceux qu'on le débarque lorsque sa présence est trop encombrante? Ou le doute doit-il être une destination ultime, aller jusqu'au doute, au fond, partir du doute, mais partir d'autre chose, de la certitude, qui est son contraste, jusqu'au doute. Et ces deux démarches sont totalement différentes et on les baptise par simplification le doute, toujours le doute. Quand je vous ai dit qu'il y avait des écoles philosophiques, je ne vais pas faire de la philosophie, d'autant plus que j'ai vu tout à l'heure une jeune philosophe, une maîtresse de philosophie, qui me fait regretter l'apparence infiniment d'avoir vieilli. J'aimerais tant, mademoiselle, ou madame qui avait à peine 30 ans, avec ce frémissement de l'aube, j'aimerais tant être en position d'apprendre. Je suis en position d'apprendre. Considérez-moi comme un tout petit enfant. Laissez-moi venir à vous. Donc, vous avez à l'école Moser un professeur de philosophie qui ne peut qu'exalter les intelligences de ces adolescents ingrats. Alors, vous enseignerez, mademoiselle ou madame, car je ne sais pas encore si vous avez déjà un homme décisif dans votre vie, nous en parlerons tout à l'heure, vous enseignerez à vos élèves, mademoiselle ou madame, l'école de Pyrrhon. Pyrrhon, d'où vient le pyrrhonisme, qui jusqu'au XVIIIe siècle, si vous fréquentez quotidiennement, comme moi, exclusivement le Littré, pyrrhonisme était ce qui est devenu, dans votre vocabulaire plus contemporain, le scepticisme. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ne confondons pas tout. Le scepticisme vient de Skeptomai. J'observe, le pyrrhonisme vient de Pyrrhon, grand personnage de la Grèce antique, contemporain d'Alexandre, avec qui il part pour les Indes, il croise quelques gymnosophistes, et il revient porteur d'une pensée philosophique. Il fondera une école à Élis, d'où découleront les pyrrhoniens. Qu'est-ce que c'est que le pyrrhonisme? Qu'a-t-il ramené de l'Inde? Et vous verrez que c'est parfaitement oriental, à tous les moins peut-on le penser. Cette idée que le doute n'est pas un scrupule de l'intelligence ou une nécessité de la méthode, c'est la destination ultime de la pensée. C'est-à-dire que la pensée va vers le doute comme on va vers son accomplissement. Il n'y a pas d'horizon indépassable. Le doute tient lieu et borne l'univers mental de l'homme. Il y a infiniment de conséquences à ça. Mais il y a d'abord des causes. Pourquoi Pyrrhon pense-t-il, ces exégètes, ces épigones lui font-ils penser? Parce que souvent, les maîtres ne sont jamais que le récit de leurs élèves, et notamment pour l'Antiquité, mais nous avons tout de même chez Sextus Empiricus et Diogène Laërce, plus tard chez Cicéron, quelques références à mon ami Pyrrhus. Pyrrhus se disait « l'homme ne peut pas savoir ». Et je n'exclus pas qu'il ne se soit pas dit « il ne faut pas qu'il sache ». Car dans ces temps modernes que nous vivons, on pense qu'il faut savoir. J'aimerais quant à moi, un instant, une autre fois, je ne sais pas cette machine, une autre fois, faire l'éloge de l'ignorance. Le savoir est d'abord tentation faustienne, orgueilleuse, c'est souvent un encombrement, ce n'est jamais un apaisement, c'est parfois une arrogance par rapport aux ignorants, c'est un long effort,
Je dis ça parce qu'on me l'a raconté, rien de personnel, mais le savoir, il faut s'en méfier, ce n'est pas nécessairement une récompense. Et philosophiquement, de savoir peut être abominable. On y viendra tout à l'heure d'un mot quand je ferai le commentaire de ce que j'ai vu là, notamment de ce que disait Alain de Botton, que j'aime bien parce que j'aimais bien son père, comme j'aime beaucoup M. Moser-Fils, parce que j'aime beaucoup son père. Au fond, j'aime les descendants parce que j'aime les ascendants. C'est ça, c'est inévitable à mon âge. Alors, je reviens au doute pyrrhonien. Le doute comme forme ultime de la pensée. Mais vous voyez bien, je vous ai dit pourquoi ce doute-là, impossibilité de savoir, suspicion par rapport au savoir, aléatoire ou aléa du savoir quel qu'il soit, thèses contradictoires qui font que rien n'est juste jamais, donc je veux douter jusqu'au bout. Et ma destination, le disais-je dans ma métaphore pérégrine, est le doute. Mais voici les conséquences. C'est que si je doute au bout de mon chemin, je dois d'une manière ou d'une autre m'abstraire de la vie. Aller vers ce que les Grecs, les anciens appelaient l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, même l'aphasie, la parole perdue. Parce que si je veux douter jusqu'au bout, je suis nécessairement dans un monde intérieur qui m'exclut les percées vulgaires dans la vie. J'explique mon propos. L'intelligence, quand nous en sommes pourvus, mais les dieux à cet égard ont été souvent avaricieux et très inégalitaires. L'intelligence, quand nous en sommes pourvus, par hasard, non, par génétique, par tradition familiale, tout est là, nécessairement là, rien ne sort. Je dis ça pour agacer ce pédagogue de la modernité. Bon, quand nous sommes intelligents, disais-je, pas parce que nous pianotons des ordinateurs, et pas parce qu'un maître complaisant nous dit que nous ne pouvons pas aller à l'école, pas parce qu'on travaille 20 minutes, mais parce qu'on est dans l'effort qui est une violence, rien ne naît de l'esprit, hors la violence que l'on se fait. On ne pousse, on ne devient ces plantes acropètes ou bassifuges, selon les étymologies que vous préférez, que par le fait de la violence que nos mères, du temps où ils étaient des maîtres et non pas des animateurs, nous affligeaient. Parce que contre votre modèle, jeune homme, j'ai le mien. Et vous avez dit justement que l'on est plutôt sensible à ce qui vous est familier et que l'on idéalise à mon âge décati, bien sûr, sa jeunesse. Mais j'avais des maîtres. D'abord, ils avaient des cravates. Ensuite, ils ne parlaient pas comme nous parlions. Ils avaient un langage ésotérique. Et dans le mystère de ce langage, nous trouvions de quoi les admirer et les vénérer. Quand des maîtres entraient dans nos classes, nous nous levions. Et nous restions debout, figés, comme des suppliants, jusqu'au moment où, nous voyant tous iketes, suppliants en grec, il nous disait « Asseyez-vous ». Et nous le rivions de notre regard. Et sa respiration nous tenait lieu de respiration. Et nous l'aimions de cet amour si délicat que l'on appelle l'admiration. J'ai souvent soutenu, pour avoir contemplé quelques sentiments et en avoir vécu beaucoup, qu'il y a deux formes heureuses de l'amour. L'amitié entre hommes et l'admiration. Tout le reste est corrompu par l'essence, les aléas, la marée du soir qui se retire, nous laissant sur leur idole comme des coquillages sans chair. Alors nous admirions notre rapport naturel avec eux. Ce n'était pas la collade, amis, ni la taption d'eau, c'était la génuflexion. Comme nous aimions être les serviteurs, au sens quasiment biblique, de ce culte-là. C'était mon modèle. Et l'idée que l'on put dire à un maître, j'aimerais aller faire du sport. Je voulais conduire des voitures. C'est monstrueux. Un jeune homme qui, à mon âge, eût dit ça à mon maître de latin grec, eût été répudié, chassé du collège, sous les lazzi et le mépris. Parce que nous avions à l'époque la classique, il y avait les esprits supérieurs, dont le mouvement montgolfier frappait chacun. Un peu plus loin, il y avait les latins. Il y avait les latins qui les sauvaient, mais Oresco Referens,
qui faisait de l'anglais, langue barbare par excellence, dont on ne comprenait pas qu'il y eut la nécessité de la pratiquer, et plus loin, beaucoup plus loin, aux confins du monde civilisé, il y avait les scientifiques. À vrai dire, les scientifiques, c'était pas les hyperboréens du monde antique, parce qu'il y avait plus loin que le jardin des Hespérides. Il y avait l'école des jeunes filles. Oui, parce que de mon temps, seuls les hommes étaient au collège Calvin. Ça évitait les distractions inutiles. Il y avait le collège des jeunes filles qui était de l'autre côté, côté rive droite, côté vulgaire. Et les jeunes filles, que faisaient-elles? Toutes vouées à leur juste fonction sacrale de mère et d'ordonnatrice de nos bonheurs. Elles apprenaient la tapisserie et la conversation. Et comme le disait justement Madame de Staël, elles veillaient à n'avoir d'intelligence suffisante que pour constater que nous étions intelligents et nous rendre hommage. Tout le reste était un encombrement. Voilà mon modèle, jeune homme. Cela dit, j'ai mis mes enfants à l'école Moser avec un grand et donc ce premier doute dont je vous parle, qui est philosophiquement fondé, je ne peux pas trancher. Donc je ne veux pas trancher, ne le pouvant pas, et je me mets dans cette situation d'abstention de la vie. Maintenant, la grande contradiction et la grande douleur, elle est là. C'est que l'intelligence conduit au doute, la vie suppose des certitudes. Qu'est-ce qu'on fait avec cette contradiction interne? Pensez à vos vies. Tout ce que vous faites procède d'une certitude ou d'une conviction. La certitude serait plus rationnelle que la conviction, mais peu importe d'où cela vient, tout ça vient toujours de notre foisonnement neuronal. Tout ce que vous faites procède d'une certitude ou d'une conviction, de l'ordre factuel ou de l'ordre moral, ou même de l'ordre de la vérité, et parfois même dont vous ne doutez pas qu'elle soit révélée. Donc vivre suppose que l'on sache. Être intelligent suppose que l'on constate que l'on ignore. Et comment pouvez-vous vivre avec une tête bien faite? Je vous explique. Vous renoncez à l'intelligence au profit de la vie. C'est-à-dire que là où vous deviez douter en toutes circonstances, ne jamais trancher. Vous dites, mais je dois bien vivre. Et puis il y a les autres, cet encombrement, qui ont besoin de certitude. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut que je dise, même ce que je ne pense pas, parce que je pourrais penser autre chose. Car le prof de l'intelligence, mesdames, messieurs, je ne vous apprends rien, messieurs, en tout cas, je ne vous apprends rien. Le prof de l'intelligence, oui, pardon. Mais vous comprenez, c'est un jeu que je me livre moi-même. Vous faites déjà des signes, pas encore. C'est un jeu. Si je ne tiens pas à l'occasion d'un discours, d'une conférence, très peu académique, il est vrai, d'une plaidoirie, ou moins 3 propos misogynes et 2 propos d'hommes de droite, j'ai le sentiment que je n'étais pas en forme. Je crois que pour les propos misogynes, cela suffit. J'en viens donc à vous, mesdames et messieurs. Vous savez bien que de temps en temps, vous avez besoin de sécurité psychologique. Psychologique. Cela est comme ça. Ce que je vois est une table. On peut en débattre. Il y a toute une philosophie qui dit que vous croyez que c'est une table, que la convention voudrait que ce soit une table, mais quelle certitude avez-vous, mademoiselle, qui vous éventez, que la table que vous voyez, que vous nommez comme telle, vous la voyez comme celle que je me représente. D'ailleurs, le mot table, d'où vient-il? Là-dessus, remonté au Cratyle, qui est naturellement votre lecture favorite, le grand débat avec Hermogène. Est-ce que le vocabulaire vient de la nécessité ou de la convention sociale? Et à partir de ce moment-là, une table est une source infinie d'interrogations philosophiques. Et pourtant, la ménagère, que dis-je, la femme d'intérieur que vous êtes, suppose que vous sachiez ce qu'est une table, ne serait-ce que pour m'y servir. Vous comprenez? Alors donc, on tranche en faveur de la certitude, ce qui est toujours un sacrifice de l'intelligence. Ça, c'est pour le doute conçu comme la forme ultime de la pensée. Je m'abstiens. Je me refuse au jugement. Mais il y a un autre doute, peut-être plus facile à vivre,
qui est ce qu'on appelle le scepticisme. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais pyrrhonisme et scepticisme. Nos contemporains qui n'ont pas le sens des mots, qui se débrouillent dans la vie avec 250, disons 200 si on ne regarde pas la télévision, 150 si on la regarde, enfin si. Nos contemporains donc qui n'ont pas le sens du vocabulaire confondent aisément pyrrhonisme et scepticisme. Faites une enquête partout quand vous sortirez d'ici. Interpellez un passant, demandez-lui au brûle-pourpoint quelle est la différence entre le pyrrhonisme et le scepticisme. Je vous assure qu'ils sont rares à vous répondre de manière éclairée. C'est vous dire ce que l'école moderne, l'école de ce monsieur, fait des hordes d'ignorants, des analphabètes, tout au bonheur de leur nature, parce qu'il est rousseauiste, ce qui est un grand péché. Rousseau, ce grand scélérat de l'éducation, qui pensait que l'homme était né bon et porteur d'un savoir. L'homme est né vil, méprisable, hideux, envieux, porteur de rien, sauf de besoins vitaux, charnels. Il pourrait exprimer tout son univers par quelques borborigmes et deux onomatopées. Tout se dit avec deux bruits, l'amour, la faim, la tristesse, le désir, la reconnaissance après le désir, parfois, mais les primitifs étaient des ingrats, donc vous n'avez même pas besoin du vocabulaire de reconnaissance. Je dis ça pour vous, madame, qui vous aimantez. Alors, je disais, Rousseau ce scélérat. Vous savez ce qu'il a dit, perturbant des têtes bien faites comme le jeune Mozart. Parce que le jeune Mozart, j'espère ne pas retrancher à votre autorité dans votre école, mais il est le fils de Mozart senior. Mozart senior, une grande intelligence. Et je ne doute pas que la génétique ayant des règles assez rigoureuses, une partie de cette intelligence soit arrivée chez Mozart junior. Mais malheureusement, il est victime de son époque. Il est victime de son époque. Et du département de l'instruction publique. Où des nains, mais pas des nains juchés sur les épaules des géants, comme le disait Salisbury. Des nains tout court, à laquelle, comme ces deux nains. On ne dit plus des nains aujourd'hui, on dit des géants à la verticalité contrariée. C'est mieux. Alors, des nains du système éducatif enseigne que l'enfant ne doit rien savoir, sauf ce qui vient de sa nature, comme une excrétion heureuse. Le temps des enfants physiologiques est venu. De notre temps, nous n'étions qu'un esprit en marche. Aujourd'hui, ce sont des sens qui se répandent. C'est pas... Ils font du sport. En plus de ça, ils font du sport et de l'informatique. L'avenir est bas, le ciel pèse, lourd comme un couvert. Cette jeunesse est damnée. J'en viens au doute. C'est vrai. Je vous disais que lorsque vous demanderez aux citoyens extérieurs la différence entre pyrrhonisme et scepticisme, il vous opposera une tête de contemporain, c'est-à-dire ébahi. Mais pourtant, il y a une différence. Le pyrrhonisme, je vous l'ai dit, c'est le doute comme destination ultime. Le scepticisme, c'est, pour reprendre ma métaphore voyageuse de tout à l'heure, le doute en tant que compagnon de voyage. Un certain temps. C'est ce qui consiste à se dire, voilà ce que je pense. Mais une intelligence aussi bien faite que la mienne, avec l'arbitraire de cette appréciation, peut penser le contraire. Voilà ce que je soutiens. Mais quelqu'un d'autre, de parfaite bonne foi, parfaite honnêteté d'intelligence, peut soutenir exactement le contraire. Il n'y a dans l'ordre de la pensée que des contraires. Ce que les Grecs appelaient le rapport agonique, de Agone, le combat. Et c'est pour ça que les Grecs, avec une déesse à laquelle je sacrifie moi aussi, c'est Eris, la déesse de la discorde. C'est-à-dire, je n'aime pas que l'on s'entende. C'est poisseux et suspect. Deux êtres qui s'entendent ont abandonné une partie d'eux-mêmes. Nécessairement, c'est ce qu'on appelle le consensus. Cette pathologie singulière qui voudrait qu'au titre de la paix, comme si elle était souhaitable, on abandonne sa vertu. Enfin, j'en reviens donc au pyrrhonisme, oubliez le scepticisme. C'est une manière de dire « je ne suis jamais sûr de rien ». Et un mot grec encore, que l'on attribue à tort à Pyrrhon, en tout cas dans les traités simplifiés, c'est l'époché, suspendre son jugement. Le scepticisme, c'est ça. Ce n'est pas de l'incrédulité. C'est je suspends mon jugement.
Ça commence par une position intellectuelle d'humilité. Je ne sais pas. Et l'esquive d'une nécessité psychologique, celle de savoir. Il faut du caractère et de la ressource. Je vous l'ai dit, la nécessité de savoir taraude nos âmes, le fait de savoir compromet et faisant de nos esprits. Alors, le sceptique ne sait pas. Il sait qu'il ne sait pas. Il est humble, le sceptique. Le croyant est toujours arrogant, comme le militant, comme ceux qui soutiennent des causes, en oubliant que leurs causes sont purement circonstancielles. Ils auraient pu, avec une autre naissance, une autre bibliothèque et un autre environnement, soutenir exactement l'inverse. Et pourtant, ils ne doutent pas que leur âme profonde, elle ressort des calembredèles qu'ils racontent. J'oublie. Le sceptique sait qu'il ne sait pas. Et ça lui va. C'est une douleur à laquelle il consent. Et il se dit, je retarde le plus possible le moment où je trancherai. Suspendre son jugement. Savoir qu'un jour, il faudra bien qu'on dise, c'est ainsi. Mais pas le dire immédiatement par confort. Même pas le dire en cours de route par connivence intellectuelle avec autrui et la pression collective. Le dire le plus tard possible. Ouais, bien, là où le pyrrhonien, dès le début, dira à la fin, je ne tranche pas, le sceptique dira, je trancherai peut-être, je n'exclus pas de trancher, je conçois que de trancher est encore une opération, un opératoire intellectuel concevable, mais je retarde le plus longtemps possible ce moment de la conclusion. Au fond, un sceptique, c'est une intelligence qui n'aime pas conclure. Si vous voulez faire des analogies amoureuses, un sceptique, c'est comme un amant, je vous dis ça, madame, qui vous est vantée, c'est comme un amant qui n'aime que les préliminaires. À un certain moment, il faut bien conclure. Mais quelle grande fatigue, et surtout, c'est la fin de quelque chose. Tandis que les préliminaires, madame, enfin, monsieur, enfin, vous qui m'écoutez, les préliminaires, c'est la joie, c'est le foisonnement des possibles. C'est tellement joyeux, mais parce qu'on retarde le plus possible, par discipline, scrupule et honnêteté, le moment de la conclusion. C'est ce que je fais d'ailleurs, et mademoiselle, j'aimerais simplement vous dire, pour illustrer ma méthode, en deux. On a entendu des gens remarquables, tous étaient remarquables. Mais, je me suis déjà livré à l'exercice brièvement, s'agissant du jeune Moser, on peut soutenir avec séduction, avec argument, avec force, une thèse pédagogique complètement contraire à la sienne. Lui, qui croit à l'épanouissement dans la liberté, moi qui crois à la grandeur dans la contrainte. Et de vous rappeler que les chants les plus beaux sont des chants carcéraux. Les Grecs le savaient si bien, et même les tyrans de Syracuse, qu'ils avaient dans le taureau de Phalaris mis des artistes pour qu'en même temps que le bronze du taureau chauffait, leur chant de douleur, dans la résonance du taureau et de sa cavité, fussent comme le plus beau des chants de désespoir et d'amour. Pour préciser que les deux coïncident à s'y méprendre. Alors, on peut dire le contraire de ce que dit le jeune Moser. Ensuite, vous avez vu Monsieur de Botton, il est charmant, il a un humour anglais, il a fait une superbe carrière, son papa était banquier, donc lorsqu'il disait « nous siphonnons tous les images du père », lui a siphonné jusqu'à l'étouffement, enfin son père était banquier, sa mère était certainement une mère admirable, oui, son patronyme le suggère, c'était une mère méditerranéenne, admirable comme toutes les mères juives. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire qu'il ne faut pas que les hommes soient mesurés à leur réussite. Voilà un propos démagogique qui ne peut qu'entraîner l'adhésion de tous. Ensuite, on lui demande, mais il se demande, ou il feint rhétoriquement de se demander, à quelle aune mesurer les hommes? À leur épanouissement personnel. Mais à quoi obéit l'épanouissement personnel? Aux vertus individuelles et qui sont propres à chacun. Oui, bien sûr, mais je clôt sur de Botton. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à un certain moment, il fait recours à la tragédie grecque. Et vous savez que la tragédie grecque est effectivement le moment de purgation des passions. C'était le moment de la catharsis. Mais ce qu'il oublie de vous dire, simplement parce que son ton était compté, comme le mien, c'est que chez les Grecs, il y avait l'idée que Dieu veille, tandis que chez les modernes, il y a l'idée que les cieux sont désertés, avec des exceptions, bien sûr. Donc, sur nous pèse toute la responsabilité, et de la récompense, et du châtiment.
Et que de penser ou de permettre de croire que ce sont les circonstances qui font la réussite pour pouvoir dire à ceux qui échouent que ce n'est pas de leur faute, c'est d'abord démobiliser les volontés, faire offense au mérite, tricher avec les supériorités qu'il faut savoir célébrer, et leurrer parce que vous les assoupissez les damnés de la terre. Il faut réveiller les damnés de la terre, non pas leur dire que ce n'est pas de leur faute. Je clôt en vous disant que là aussi le vocabulaire est scélérat. De Botton disait à tort qu'aujourd'hui on parle de loser ou pas de loser. En tout cas, dans la France socialo-communiste, mélanchonienne et hollandaise, on parle aujourd'hui. Les riches sont des favorisés. Ce qui est une manière de dire qu'ils ne sont pour rien dans leur richesse. Ça vient d'ailleurs, ça vient des circonstances. C'est le destin qui les a caressés. C'est donc la contemption ou la négation de ce qui est énergie, talent, intelligence et fort. Les pauvres sont défavorisés. Là aussi, ça les déresponsabilise de leur destin. Je trouve très extraordinaire et très dangereux de dire, en autant de laïcité, en autant d'athéisme ou de théisme, aux hommes qu'ils ne sont pour rien dans ce qu'ils sont. Tout l'avenir de l'homme, doute ou non, c'est de devenir capable de soi, pour citer un propos socratique. C'est de se faire, c'est de se sculpter. Alors, il y a de bons sculpteurs. Tout le monde n'est pas Phidias, tout le monde n'est pas Praxitèle. Mais si vous dites à l'homme, ne faites rien, parce que seules les circonstances extérieures ont déterminé et votre supériorité ou votre provisoire infériorité, vous désespérez l'homme et donc vous désespérez les hommes. Doutez et renvoyez chacun à l'espérance, mieux, à la volonté. Merci.